menteur à qui l'on retire son masque ressent la même indignation que si on le défigurait. Jean Rostand. Cette citation exprime plutôt bien le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va parler du menteur, mais aussi des mensonges. Qu'est-ce qui provoque un mensonge? Qu'est-ce qu'un mensonge? Qui est le menteur? Y a-t-il plusieurs types de menteurs? Est-ce vraiment aussi grave que ce que l'on pense de mentir? Aujourd'hui, on va aborder tous ces sujets-là. Donc je vous laisse sur l'intro. Avant d'aborder qui est le menteur, on va aborder d'abord... Oh non, ton bureau. Avant d'aborder qui est le menteur, on va aborder qu'est-ce que le mensonge. Puisque ça reste quand même l'arme principale que va utiliser le menteur dans la vie de tous les jours. Donc qu'est-ce que le mensonge? Une définition que j'ai trouvée sur internet est assertion sciemment contraire à la vérité. Mais je ne suis pas d'accord avec cette définition et j'expliquerai plus tard dans la vidéo pourquoi. 74% des Français pensent que le président ne devrait pas mentir, ce qui est assez ironique étant donné que souvent la politique est extrêmement attachée au mensonge, relié à la tromperie. Donc, pourquoi est-ce qu'on attend autant de quelque chose qui nous inspire autant de mensonges? Est-ce qu'il n'y aurait pas une part de douceur dans le mensonge, une part de gentillesse, un moyen de se protéger face au monde? Il y a deux manières. Il y a deux manières de mentir. Il y a l'occultation, dans laquelle on va cacher une partie de la vérité, et il y a l'invention. Dans l'invention, on va inventer une nouvelle vérité, qui va être donc un mensonge, et qui va nous servir les deux à atteindre deux objectifs bien précis, c'est-à-dire le premier objectif qui va être de se défendre, et le second objectif qui va être l'attaque. Donc, dans se défendre, on va retrouver des manières soit d'occulter, soit d'inventer, qui vont avoir pour but de défendre notre propre personne face à une attaque venant de quelqu'un d'autre. L'attaque peut être de toutes sortes de types. Ça peut être tout simplement une attaque de soi-même à soi-même, c'est-à-dire qu'on va se sentir différent, donc on va mentir pour que les gens nous acceptent. Par exemple, je n'ai pas ceci, les autres l'ont, je ne vais pas me sentir accepté, je vais leur mentir. Ou, par exemple, celui-ci a quelque chose comme ça, et là on va être donc dans l'attaque, puisque comme celui-ci a cette chose que je veux, par exemple un nouveau téléphone, je vais attaquer avec un mensonge, c'est-à-dire que je vais dire que j'en ai un pour lui montrer que je suis au même niveau, et donc dans ce cas-là, on va attaquer. Donc, il y a deux méthodes, l'occultation et l'invention, pour deux résultats, soit l'attaque, soit la défense. Maintenant qu'on a parlé des moyens et des objectifs du mensonge, on va parler des conséquences, parce que oui, forcément, un mensonge a une conséquence. Déjà, une conséquence que l'on peut imaginer directe et que tout le monde connaît, c'est si quelqu'un ment et qu'il est découvert, cette personne va avoir tendance à ne plus recevoir de confiance venant des autres, ce qui est assez logique. Mais aussi, ça va tendre à l'anxiété, étant donné que quand on va mentir, on va avoir un regret, et ce regret va tendre vers l'anxiété. Sur le coup, l'anxiété ne peut ne pas se faire ressentir, étant donné qu'on va se soulager en mentant. Mais sur le long terme, on va pouvoir commencer à ressentir une anxiété, se sentir mal, regretter. Donc déjà, le mensonge a, oui, des conséquences qui sont physiques, des conséquences qui sont psychologiques. Donc, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Il faut quand même mettre des épingles, puisque il y a différents types de mensonges. Il y a des mensonges bien plus gros que d'autres, il y a des mensonges bien plus importants. Selon le type de mensonge, on va voir que les conséquences ne seront pas les mêmes et que ça ne donnera par ailleurs pas le même menteur. Et donc, voici la transition.
Qui sont les menteurs et quel type de mensonges utilisent-ils? Donc, maintenant qu'on a fait cette entrée en matière avec le mensonge, on peut passer à qui sont les menteurs. Grâce à mes différentes recherches, je vous mets les liens dans la description, j'ai pu dégager 4 types de menteurs. Donc il y en a plus évidemment, mais c'est pour moi les 4 qui sont les plus importants pour réussir à vous expliquer qui sont les menteurs. Et donc, pour vous expliquer qui sont ces différents types de menteurs, je vous présente Paul. Paul va être votre cobaye aujourd'hui. Et donc, on va commencer cette entrée en matière par le premier menteur, le menteur occasionnel. Paul se réveille ce matin, il est en retard pour le travail, il appelle donc son patron et lui dit que le tram n'est pas passé. On est ici face à un cas de mensonge très léger, de petits mensonges. Donc, pourquoi petit mensonge? Puisque c'est un mensonge qui répond à 2 critères. Le premier, il ne fait de mal à personne. Et le second, il ne provoque en lui aucune réaction négative. Il ne le stresse pas, il ne va pas s'en vouloir. Un mensonge qui répond à ces 2 critères est donc un petit mensonge. Et c'est dans ces cas-là qu'on va parler de menteur occasionnel. Tout le monde est un menteur occasionnel, ou presque, puisque tout le monde ment dans la vie de tous les jours. On a tous un exemple de nous-mêmes en train de mentir au travail ou à l'école, quand on était plus jeune, à sa conjointe, ou à n'importe qui. Et donc, ce sont les menteurs occasionnels. Nous sommes tous des menteurs occasionnels. On est ici face au type de mensonge le plus bas, le moins important. C'est le mensonge qui ne fait pas de mal. Et donc oui, des mensonges existent qui ne font pas de mal et qui ne sont pas forcément négatifs. Ils nous dédouanent sans faire de mal à personne. On est ici face à des mensonges qui sont défensifs. Les menteurs occasionnels utilisent donc des méthodes défensives face à différentes situations de la vie, contrairement à certains de leurs homonymes qui, eux, vont utiliser des méthodes plus offensives, chose que l'on verra dans le 3e point. Vous revenez? J'étais pas sûr de ce que je me dis. Important, pas. Oh, d'accord, tu as changé. Vous revenez de vacances, vous croisez votre collègue Paul, vous êtes très fier de lui raconter vos merveilleuses vacances à la plage, mais Paul, lui, est encore plus heureux de vous raconter toutes ces expériences, ces aventures qu'il a vécues pendant ces 2 semaines de vacances. Il vous dit qu'il est parti aux Caraïbes, puis qu'il est parti à l'Himalaya. Vous lui dites que vous vous êtes baigné, il vous dit qu'il est allé sauver des gens en pleine mer sur un bateau en train de couler. Vous l'aurez compris, Paul est un menteur qui est devenu compulsif. On est face à un menteur qui n'est pas pathologique en soi, mais qui devient déjà plus encombrant pour la personne qui le vit, puisqu'elle va ne plus savoir quand ne pas utiliser un mensonge, puisque ça va être devenu un réflexe de vie, mais ce ne sera pas des mensonges qui vont être forcément importants, étant donné que c'est des mensonges qui vont avoir un contexte. Ces mensonges vont être face à un besoin d'attention, face à un besoin de ressentir un regard, d'avoir, comme je l'ai déjà dit, de l'attention sur soi qui ferait du bien directement à donc Paul, le menteur compulsif. Mais il utilise donc encore des mécanismes de défense, puisque c'est pour toujours encore se défendre lui-même du regard des autres et avoir une meilleure image de lui-même. On est face donc à une égocentrie un petit peu plus élevée, mais rien de bien méchant encore. C'est, j'appelle ça moi le toujours plus. Vous avez ceci, la personne, il lui est arrivé cela, x2. Et donc, on est face à une situation qui est encore assez anecdotique face aux 2 autres qui arrivent. Mais si vous connaissez des menteurs compulsifs, la pire chose à faire
et comme je le dirai encore plus tard dans la vidéo, leur mettre la vérité en face. Il vaut mieux prendre des parties de leur invention et leur montrer qu'il y a quelques défauts, quelques détails qui ne vont pas. Et un autre moyen aussi de voir un menteur compulsif, c'est de l'écouter, de voir jusqu'où il va sans pour autant le lancer à l'intérieur pour ne pas qu'il s'enfonce à l'intérieur de ses mensonges, et de refaire le cycle inverse, puisqu'il va utiliser le phénomène d'invention, et le phénomène d'invention demande énormément de mémorisation. Donc redemander des détails qui se sont passés avant, vous verrez s'il y a des incohérences ou pas. C'est comme ça qu'on peut assez vite repérer un menteur compulsif. Donc on va passer au troisième menteur. C'était quoi ce bruit? Ma gorge. Ça m'a fait très peur. C'est limite ma gorge. Je vais faire du film. Ici, je vais vous donner deux exemples pour Paul. Le premier exemple est: Paul ne va pas bien. Il vous dit de le suivre. Il vous dit qu'il a besoin de vous dans une situation particulière et il vous emmène chez vous. Sans vous le dire, il vous a menti. Vous arrivez sans vraiment savoir ce qui se passe et tout d'un coup, surprise, c'est une fête d'anniversaire. Maintenant, on va passer à la deuxième situation. Vous croisez Paul, il ne va pas bien, il vous le montre, il vous le dit. Il vous dit qu'il a passé une horrible journée, qu'il est très très triste et que surtout, il a des problèmes financiers et qu'il aurait besoin de votre aide. Vous craquez puisque vous connaissez Paul depuis plusieurs années et Paul vient de vous soutirer de l'argent. Vous apprenez par la suite que Paul n'a aucun problème financier. Et donc, le point commun entre ces deux exemples sont que les deux Pauls sont manipulateurs. C'est ici qu'on va voir une nouvelle dimension, c'est-à-dire le bien ou le mal dans le mensonge, puisque un mensonge est souvent connoté mauvais, mais ne l'est pas toujours, étant donné que, par exemple dans cet exemple, Paul vous a menti afin de vous attirer quelque chose de positif. Mais ça reste un manipulateur. Les manipulateurs ne sont pas forcément mauvais. Mais à contre-coup, il y a des manipulateurs qui, eux, vont être extrêmement mauvais. Et donc, dans le cadre des manipulateurs en tant que menteurs, il peut y avoir des formes pathologiques, donc pathologiques qui vont être une maladie mentale, telle que un pervers narcissique. Déjà, un manipulateur va utiliser le mensonge dans un but, mais qui va être dirigé vers un but qui va toujours être vers l'obtention de quelque chose. Les mensonges des manipulateurs sont souvent des mensonges qui sont offensifs, puisque pour obtenir quelque chose, il va devoir vous tromper et notamment baisser votre garde, et pour baisser la garde, il faut attaquer. Et donc ces mensonges offensifs qui peuvent paraître anodins vont être suffisamment déstabilisants pour qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. C'est ici qu'on voit la frontière entre ce qui est pathologique et ce qui ne l'est pas, puisque certaines personnes vont le faire de manière consciente et d'autres non, et d'autres bien trop conscientes du mal qu'ils font et pourtant vont continuer. Et ici, on rentre dans la pathologie. À mon sens, ce type de menteur-là est le pire, puisqu'il est conscient de ce qu'il va faire, il sait qu'il peut être mauvais, et ceux qui vont être mauvais vont le faire de la pire manière qu'il soit, sans scrupule, donc les pervers narcissiques. Je ferai sûrement une vidéo un jour sur le sujet des pervers narcissiques, mais ça risque d'être une grosse vidéo puisque le sujet est varié et qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà, en tant que menteur, le pervers narcissique est sûrement le pire. Mais maintenant, on en est qu'au stade 3. Qu'est-ce que le stade 4? Eh bien, on le voit maintenant. Vous rencontrez Paul, vous êtes en 2001. L'attentat du 11 septembre vient de se passer,
Et Paul se présente comme étant un des rescapés de l'attentat de 2001. Vous êtes heureux de le voir, il vous explique comment est-ce que sa femme est morte à l'intérieur du bâtiment, comment lui s'en est sorti. Paul paraît pour un héros, et pourtant, Paul n'en est rien. Paul n'a jamais travaillé là-bas. Paul n'a même jamais été marié à cette femme. Si cette histoire peut paraître étrange et extrêmement glauque au premier abord, c'est une histoire vraie. C'est l'histoire de Tanya Head, une femme qui s'est fait passer pour une rescapée de l'attentat de 2001 aux deux tours jumelles et qui a été finalement déclarée comme étant mythomane. Alors, qu'est-ce qu'un mythomane ? La mythomanie est une tendance compulsive à raconter des mensonges. C'est-à-dire que le mythomane va mentir par pulsion. Il ne va pas toujours être conscient et ça va être très souvent des mensonges inconscients. Mais surtout sur de longues durées, puisque un mythomane qui va mentir presque toute sa vie et il ne va pas avoir de contexte, c'est-à-dire que dans les autres cas, il y avait un but derrière, il y avait une défense, il y avait une offensive, mais ici, le mythomane va mentir dans n'importe quel contexte. Il peut par exemple, lorsqu'il est enfant, lever la main, dire que sa mère est morte et qu'elle va déménager dans un autre pays sans aucune raison. Le mythomane est malade. C'est une maladie, c'est une pathologie. Le mensonge chez le mythomane va être une défense énorme, puisque le mythomane a eu une réaction face à un événement qui a potentiellement été un choc émotionnel énorme dans sa vie. Le mythomane a été provoqué, a été créé. Il a été par exemple créé face à une situation du décès d'un des parents et ce décès l'aura traumatisé. Ce traumatisme créera la mythomanie. Il va s'inventer une vie, créer un monde dans sa tête et le problème c'est que au fil des années, il va commencer à y croire. Au début, il peut y avoir une conscience du mythomane, c'est-à-dire qu'il sait qu'il ment, mais au bout d'un certain temps, il ne fait plus la différence entre la réalité et sa propre mythomanie. Il faut savoir que les mythomanes sont très souvent des gens assez fragiles émotionnellement, assez instables, très fragiles, des gens qui vont prendre les choses très à cœur et qui ne vont pas mentir dans un but mauvais, mais bien de se protéger. Et j'ai une question pour vous. Si le mythomane utilise le mensonge comme moyen de défense, est-il vraiment en train de faire du mal ? Il se fait du mal à lui-même, mais est-ce vraiment néfaste dans la mesure où la réalité est trop forte face à lui, qu'elle est trop puissante, qu'elle l'écrase et qu'il n'arrive pas à y faire face? Le mensonge est-il vraiment donc toujours aussi mauvais? Maintenant qu'on a vu, qu'on a un aperçu de ce que peut être un mythomane, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut aider un mythomane. Et pour commencer, on va voir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec un mythomane. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec un mythomane? Donc, il ne faut surtout pas lui mettre la vérité en face. Comme je l'ai dit, ça vient d'un choc émotionnel très souvent. Et donc, lui mettre la vérité en face, ça va provoquer chez lui une peur panique. Et ça peut créer 3 situations. La première, c'est qu'il va fuir. Il va partir ailleurs. Si c'est un mythomane depuis beaucoup trop longtemps, il va être tellement ancré à l'intérieur qu'il n'acceptera pas la vérité que vous lui mettez. Et il va donc chercher à fuir et recommencer toute sa mythomanie ailleurs. Dans une deuxième possibilité, le mythomane va créer un nouveau mensonge à partir de la vérité que vous lui avez dit et s'enfoncer encore plus dans le gouffre de ces mensonges, donc chose qu'on ne veut vraiment pas. Et troisièmement, ici sûrement une des pires, c'est
il va sombrer dans une grande et profonde dépression, puisqu'il va se rappeler toute sa condition de vie et puisqu'il est déjà très fragile, sa fragilité va prendre le dessus et le mythomane va être écrasé par la réalité. Mais alors, si on ne peut pas dire directement au mythomane c'est la vérité, comment est-ce que l'on peut l'aider? Donc, dans ce qu'il y a à faire, il y a d'abord, très important, ne pas faire attention à ses mensonges, puisque rentrer dans son jeu va lui donner l'impression que c'est vrai, ça va lui donner le rendu qu'il attend inconsciemment vers lui, alors que ne pas prêter du tout attention à ce qu'il est en train de dire, à ses mensonges, va lui éviter de lui-même trop y faire attention et va pouvoir l'aider à avancer quelque peu. La deuxième est de lui parler de ses mensonges, mais de petits détails qui ne vont pas. Et ça va le faire réfléchir, puisque s'il est vraiment ancré dans une fausse réalité, ça va commencer à le faire réfléchir. Il faut savoir que le moyen miracle pour faire sortir un mythomane de sa mythomanie n'existe pas. Le seul vrai moyen pour l'aider est de l'accompagner sur le long terme. Il faut pouvoir apprendre à supporter ses mensonges, puisque ça peut être assez, sur le long terme, irritant d'entendre des mensonges, mais il faut garder à l'esprit que ce n'est pas forcément de sa faute, puisqu'il est contraint de sa maladie, il est juste au final victime de la vie qu'on lui a mis en face de lui. Et donc, le meilleur moyen est de l'accompagner sur beaucoup de temps. Il va réussir à s'ouvrir de plus en plus et peut-être qu'un jour vous aurez la vérité, mais le meilleur moyen reste qu'il aille voir un thérapeute. Mais il faut savoir avant tout qu'on ne peut pas forcer un mythomane à aller voir un thérapeute, puisqu'il ne s'ouvrira que s'il le désire, quand il se sentira prêt. Et voici pourquoi est-ce qu'il faut réussir à quand même accorder une certaine confiance au mythomane, bien qu'il mente énormément. Donc cette vidéo va bientôt toucher à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Le décor a changé, j'ai essayé d'augmenter la qualité du micro qui était relativement médiocre dans les anciennes vidéos. J'ai fait un effort sur les décors, la lumière, etc. J'espère que ça vous plaît. Et pour clore cette vidéo, j'aimerais vous poser quelques questions à vous qui regardez cette vidéo. Après tout ce qui a été dit, est-ce qu'on peut encore considérer le mensonge comme une chose extrêmement mauvaise? Comme je disais en début de vidéo, je ne suis pas d'accord avec la définition qui avait été donnée, que c'est sciemment fait de mentir, puisque comme le mythomane est dans une sorte de déréalisation, puisqu'il ne va plus se rendre compte de ses mensonges et qu'il va y croire, est-ce qu'on peut encore parler de mensonge sciemment dit si lui-même ne se rend pas compte qu'il est en train de le dire? Et donc, est-ce vraiment quelque chose de toujours négatif si un mensonge peut lui-même apporter quelque chose de positif, comme par exemple l'exemple de Paul à la fête surprise? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de réfléchir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je ferai d'autres vidéos, j'ai en tête encore plusieurs sujets que j'aimerais bien traiter auprès de vous. N'oubliez pas que le mensonge n'est pas toujours une mauvaise chose, en tout cas de mon point de vue, et que le meilleur moyen d'aider quelqu'un qui vous ment est de ne pas y faire attention et de continuer à essayer de lui accorder sa confiance. Bonne journée, bonne soirée à vous, j'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous!